Bienvenue à Détective éternel, où les mystères classiques prennent vie. Ce soir, nous pénétrons dans le monde obscur de la mort à Ivy Cottage, une mort subite, une maison recouverte de lierre et un secret qui attend en silence. Avez-vous déjà résolu un mystère avant la fin? Abonnez-vous, restez curieux et servez-vous un verre chaud dès le début de l'enquête. Les lilas commençaient à peine à s'affaisser dans leur vase lorsque Madame Partridge, corpulente et le visage rose, déclara que sa garden party serait le clou de l'été. La pelouse derrière sa maison géorgienne en briques rouges s'étendait en une agréable étendue, si soigneusement taillée que même le vicaire, un homme rarement admiratif, murmura un compliment. Un quatuor à cordes de l'école du village jouait sous un auvent en toile, leurs archets voltant comme des oiseaux agités, tandis que les villageois déambulaient entre les tables à tréteaux, chargées de génoises, de sandwichs aux concombres et de sirop. Miss Marple, assise discrètement près d'un buisson de lilas, semblait satisfaite de sa broderie. Elle apportait toujours un peu de travail à ses réunions, même si son regard se détournait plus souvent de sa couture soignée que de son aiguille. De là où elle était, elle observait les interactions du village, les petits hochements de tête, les confidences chuchotées et les courbettes parfois raides. Le comportement humain, se disait-elle souvent, était plus révélateur que n'importe quelle confession. Au centre de toutes les attentions se trouvait le nouveau locataire d'Ivy Cottage, M. Harold Whitcomb, un notaire retraité à la silhouette élégante, aux cheveux gris lissés en arrière et aux manières à la fois charmantes et évasives. Son logement avait suscité de nombreuses spéculations ces derniers mois, car Ivy Cottage, perché en bordure de St. Mary Mead, longtemps inoccupée, laissait planer des rumeurs de malheur. Madame Price Ridley jurait que la terre de son jardin était impropre à la culture des roses, tandis que le jeune M. Prowse, du bureau de poste, avait un jour déposé une lettre à la mauvaise porte et avait prétendu avoir entendu des disputes à l'intérieur, alors que la maison était vide à ce moment-là. Harold Whitcomb, cependant, balaya tous les ragots d'un sourire désinvolte et raconta une anecdote ou deux de ses années d'avocat. Les femmes, même celles qui auraient dû être plus avisées, se penchèrent pour écouter, tandis que les hommes l'examinaient avec la fraternité prudente de ceux qui jaugent un nouveau venu. Miss Marple remarqua cependant qu'il ne s'attardait jamais longtemps avec une seule personne, passant à autre chose juste au moment où la conversation menaçait de devenir intime. Une habitude, pensa-t-elle, pas tout à fait innocente. Peu après 4 heures sonnées à l'horloge de St. Mary Mead, le silence retombe. M. Whitcomb, verre à la main, discourait sur les difficultés d'obtenir des testaments pour contrer le concours, quand soudain sa voix vacilla. Sa main tressauta, projetant un jet de sherry sur la nappe de dentelle de Madame Partridge. Il sembla tituber, puis s'affaissa maladroitement sur l'herbe, le visage d'une couleur étrange. Un cri s'éleva, le quatuor s'immobilisa, et en quelques instants, la soirée se transforma en chaos. Le docteur Haydock, heureusement présent, s'agenouilla près de l'homme blessé. Les sourcils froncés, les mains vives et assurées, il releva la tête quelques minutes plus tard et secoua gravement la tête. « Parti », dit-il doucement, mais la nouvelle se répandit dans l'assemblée comme une tornade. Les gâteaux et les sandwichs restèrent intacts. Les enfants, sentant la gravité de la situation, cessèrent de jouer. Les dames se réardent plus fort leurs sacs à main, murmurant des conjectures avec l'empressement morbide de personnes sous le choc. Madame Partridge se tordit les mains, déclarant qu'elle n'avait jamais connu une telle calamité dans son jardin. Seule Miss Marple, toujours avec sa broderie sur les genoux, laissa son regard se poser pensivement sur l'assiette intacte de gâteaux aux graines qui avait été déposée devant M. Whitcomb moins de 5 minutes plus tôt. La nouvelle de l'évanouissement soudain de M. Whitcomb lors de la garden party de Madame Partridge s'était répandue le soir avec la même rapidité que des plumes de pissenlit emportées par le vent. Lorsque le soleil disparut derrière les toits de tuiles de St. Mary Mead, chaque foyer avait entendu une version des faits, la plupart plus teintée de couleur que de vérité. Certains racontèrent que M. Whitcomb s'était saisi la poitrine, en poussant un cri dramatique, d'autres, insistant sur le fait qu'il avait ri de bon cœur un instant, avant d'être mort de rire l'instant d'après. Quelques-uns affirmèrent l'avoir vu tendre la main vers son verre juste avant de tomber, et à partir de là, les rumeurs prennent une tournure plus sombre. À l'auberge du Sanglier Bleu, où M. Simmons, l'aubergiste, servait sa bière habituelle du soir, les spéculations atteignirent leur paroxysme. « Du poison, croyez-moi », déclara Madame Price Ridley, qui se targuait d'être la mieux informée en tout, qu'il s'agisse de questions sociales ou criminelles.
Un gentleman en bonne santé ne meurt pas raide mort en plein après-midi, non sans raison. Elle se tapota le côté du nez, comme si cette affirmation contenait une profondeur trop subtile pour la compréhension ordinaire. M. Simmons haussa les sourcils. Le cœur, peut-être? Le docteur Haydock n'a rien dit à propos de poison, n'est-ce pas? Du moins, pas à ma connaissance. C'est parce que les médecins ne disent jamais rien, renifla Madame Brace Ridley. Ils sont tenus au silence professionnel. Mais remarquez bien qu'il y avait quelque chose d'anormal dans sa façon de s'en aller. Vous avez vu sa couleur? Vert comme une groseille. Le jeune M. Prowse, assis à la table voisine, une pinte à peine terminée, intervint avec l'empressement de quelqu'un qui savoure ses brefs instants d'attention. Ma tante disait qu'elle avait entendu dire qu'il s'était disputé avec quelqu'un la veille, un type de Londres, un grand gaillard qui avait l'air déplacé ici. Ma tante les a vus dans la ruelle. Cette seule remarque suffisait à alimenter la conversation en conjectures sur de mystérieux étrangers, des ennemis secrets et même des héritiers perdus depuis longtemps. Les villageois, privés de toute information solide, trouvaient suffisamment de nourriture dans le simple fait d'une mort subite. Pendant ce temps, dans le salon silencieux du presbytère, Madame Griselda Clément Young, jolie et pleine de vivacité, racontait la scène à son mari. C'était horrible, Léonard. Un instant, il divaguait sur les testaments, et l'instant d'après, il était affalé sur l'herbe. Et la pauvre Madame Partridge, hystérique, bien sûr. Je lui ai dit que si elle insistait pour accueillir autant de monde, de telles choses allaient forcément arriver. Même si, il faut l'admettre, on ne s'attend généralement pas à de véritables décès. Le vicaire fronça les sourcils, pensif, sa pipe oubliée à son coude. M. Whitcomb m'a semblé être un homme en excellente santé. C'est très triste. Pensez-vous que sa famille sera informée? Je le pense, répondit Griselda, bien que personne ne semble savoir s'il en a. Il a dit à Madame Lestrange qu'il était seul au monde. Mais on ne sait jamais avec des hommes comme lui. Ils gardent leurs affaires terriblement secrètes. Miss Marple, qui les avait rejoints, pour un dîner tranquille au presbytère, écoutait avec sa modestie habituelle. Elle avait peu mangé, préférant tricoter. Enfin, dit-elle doucement, on vient rarement dans un endroit comme St. Mary Mead, à moins d'y chercher le repos ou un refuge. C'est curieux, mais vrai. Notre petit village peut paraître le plus innocent des endroits, mais il attire souvent ceux qui souhaitent être tranquilles. Elle marque une pause, ses aiguilles cliquetant sans cesse. M. Whitcomb, je crois, n'était pas au malaise. On le remarquait à sa façon de passer d'une personne à l'autre, sans jamais rester trop longtemps en même compagnie. Griselda, qui admirait Miss Marple tout en ne comprenant souvent pas l'intérêt de ses observations, laissa échapper un léger rire. Se cacher ou se reposer, en effet, vous donnez l'impression que nous vivons dans un nid d'espions. Le vicaire, cependant, avait l'air plus sérieux. Il y a peut-être du vrai là-dedans, ma chère. Le monde n'est pas sans ombre, même ici. Je me demande quelle sera la conclusion du docteur Haydock. Comme par magie, le docteur lui-même était au même instant pressé de fournir des informations à la table de Madame Brace Ridley, où elle avait réuni un groupe de dames triées sur le volet. « Je ne peux rien dire de précis pour l'instant », dit fermement le docteur Haydock, bien que sa lassitude trahisse le nombre de fois qu'il avait déjà prononcé ces mots. « L'affaire sera examinée avec soin. Il n'y a peut-être rien de suspect. »« Rien de suspect ?» répéta Madame Brace Ridley avec un mépris évident. « Quand un gentleman s'écroule raide mort lors d'une garden party, et seulement après avoir mangé un gâteau aux graines et siroté du sherry, je ne vois pas ce qui pourrait être plus suspect. » La patience du médecin s'épuisa. L'homme n'avait pas 20 ans. Les crises cardiaques soudaines ne sont pas rares, même chez ceux qui paraissent en bonne santé. En attendant d'en savoir plus, je vous déconseille fortement de jaser sur le poison. Bien sûr, de tels conseils étaient peine perdue. Le lendemain matin, la théorie du poison avait pris racine, largement alimentée par la certitude de Madame Brace Ridley et propagée par tous les villageois qui se croyaient dépositaires d'un savoir privilégié. Dans la file d'attente à la poste, Madame Hartnell déclara haut et fort qu'elle avait toujours douté du sourire bien trop mièvre de M. Whitcomb. Chez l'épicier, Mademoiselle Weatherby affirme l'avoir vu laisser tomber quelque chose dans son verre, même si, pressée de questions, elle admet l'avoir peut-être imaginé. À la grille du cimetière, le vieux monsieur Larche raconta l'histoire d'un homme de Bath, mort dans des circonstances identiques, pour être découvert plus tard victime d'un rival jaloux. Et ainsi le village tissait sa toile de conjectures, chaque fil étant plus serré que le précédent. Miss Marple, se rendant à la boutique ce matin-là, son chapeau de paille bien coiffé sous le menton, écoutait ces histoires avec un intérêt modéré. Elle corrigeait rarement,
sachant pertinemment que les ragots, comme le lierre, se nourrissent davantage de la taille que du silence. Elle observait plutôt comment une femme évitait le regard d'une autre à la mention de certains noms, comment M. Prowse semblait à la fois impatient et craintif lorsqu'on l'interrogeait sur son histoire concernant l'étranger, comment la détresse de Mme Partridge était déjà passée du chagrin à une sorte d'horreur indignée qu'un tel événement se soit produit lors de sa garden party. Chacune de ces réactions était, pour Miss Marple, un nouvel indice sur la vie secrète du village. Cet après-midi-là, l'inspecteur Cray arriva de Muchbenham, convoqué par le docteur Haydock, qui insistait sur le fait que les circonstances méritaient une enquête. C'était un homme aux épaules carrées et aux manières vives, habitué aux cas simples de vol ou d'agression, plutôt qu'aux morts soudaines et inexpliquées de personnes respectables. Il interrogea les invités tour à tour, griffonnant des notes dans son carnet, tandis que les villageois répondaient avec plus ou moins de nervosité, d'indignation ou de délectation. Le récit de Miss Marple fut le dernier. Elle parla avec douceur et éloquence, remarquant seulement que M. Whitcomb semblait en parfaite santé jusqu'au moment où il ne l'était plus, et qu'elle n'avait rien remarqué d'anormal, si ce n'est qu'il n'avait pas touché au gâteau de graines posé devant lui. Bien sûr, ajouta-t-elle, il se peut tout simplement qu'il n'y ait pas pris goût. Curieusement, on rencontre des gens qui n'aiment pas le gâteau de graines. L'inspecteur, qui n'était pas particulièrement friand de tourteaux de graines, émit un grognement évasif. Il penchait déjà pour une mort naturelle de M. Whitcomb, mais la persistance des rumeurs locales le força à envisager la possibilité d'un acte criminel. Le soir, cependant, une nouvelle rumeur commença à se répandre. Quelqu'un prétendait que M. Whitcomb avait reçu une lettre le matin même, remise en main propre plutôt que par la poste. Son origine était inconnue, tout comme son contenu, mais la cousine de Mme Hartnell jurait avoir vu une enveloppe inconnue sur la table d'entrée d'Ivy Cottage lorsqu'elle avait livré des œufs ce jour-là. Une lettre remise en main propre suggérait le secret, et secret dans l'esprit du village, synonyme de danger. Miss Marple, assise tranquillement avec sa lampe et son tricot, méditait sur cette histoire. Une lettre remise en main propre, juste avant sa mort. Elle ne s'embarrassait pas de spéculation, car elle avait appris depuis longtemps que la spéculation obscurcissait la perception. Au lieu de cela, elle rangeait le détail aussi net qu'une maille dans son œuvre en devenir. Avec le temps, il se pourrait que ce ne soit rien du tout, ou que ce soit la clé de la vérité. Le lendemain matin s'annonça lumineux et faussement joyeux, comme si le soleil lui-même était indifférent aux perturbations qui avaient balayé Salisbury Mead. La rosée scintillait sur les haies, le lait était livré aux portes avec un léger tintement, et les enfants couraient à l'école, leurs cartables à leur côté. Pourtant, sous le rythme habituel du village, un profond malaise planait, car la mort soudaine de M. Whitcomb avait apporté une méfiance nouvelle à chaque regard et à chaque conversation chuchotée. L'inspecteur Cray, toujours sceptique mais consciencieux, commença son enquête officielle. Il visita Ivy Cottage, la maison désormais scellée par une sorte de curiosité solennelle qui incitait les villageois à s'arrêter au portail avant de poursuivre précipitamment leur chemin. Le cottage lui-même, avec ses murs couronnés de lierre et ses volets blancs, paraissait parfaitement innocent. Mais à l'intérieur, sous l'examen attentif de l'inspecteur, il révélait les traces d'une vie organisée avec soin et précision. Les volumes de Whitcomb, soigneusement alignés, occupaient les étagères. Un petit bureau dans un coin contenait sa correspondance, rangée en paquets bien rangés. Ses vêtements étaient disposés en rangées ordonnées. Et pourtant, Cray ne pouvait s'empêcher de ressentir une absence, comme si les pièces manquaient de la chaleur d'une maison véritablement habitée. Miss Marple, quant à elle, poursuivait son propre style d'investigation et d'observation silencieuse. Elle ne se promenait pas en exigeant des réponses, ni en fouillant dans des papiers, mais écoutait, hochait la tête et offrait du thé. Les gens, avait-elle découvert depuis longtemps, se révélaient bien plus lorsqu'ils se sentaient inobservés. Sa première visite fut chez Mme Partridge, dont le jardin demeurait le théâtre d'une notoriété malencontreuse. La pauvre femme était encore sous le choc, même si son chagrin avait pris une tournure pratique. Elle raconta longuement qu'elle ne pourrait plus jamais servir de gâteau aux graines sans se souvenir du terrible incident, et que sa nappe en lin était irrémédiablement abîmée. Miss Marple l'écouta avec compassion, ne demandant qu'une seule fois si elle avait remarqué qui avait tendu son assiette et son verre à M. Whitcomb. Madame Partridge marque une pause, songeuse. Je crois que c'était Madame Price Ridley, même si elle dira sans doute que c'était quelqu'un d'autre. Vous la connaissez. Plus tard dans la journée,
Miss Marple rencontra Madame Price Ridley en personne, qui tenait absolument à affirmer son innocence avant toute question. « Je ne lui ai jamais servi le gâteau, même si certains prétendent que oui, déclara-t-elle avec indignation. C'était la femme de chambre de Madame Partridge, j'en suis certaine. Une petite créature rusée, celle-là. Trop avide de savoir, à mon avis. On n'est jamais trop prudent avec les domestiques. Vous savez ce qui se passe dans certaines maisons. » Miss Marple se contenta de sourire et de remarquer que les jeunes filles étaient souvent bêtes sans vouloir faire de mal. Mais elle oublia la contradiction entre les récits des deux femmes. Cet après-midi-là, elle se dirigea d'un pas nonchalant vers la poste, son tricot glissé dans son panier. Le jeune monsieur Prowse leva les yeux, nerveux, lorsqu'elle entra. Il était toujours gêné en sa présence, sentant, sans pouvoir l'exprimer clairement, qu'elle le voyait bien plus qu'il ne le souhaitait. « Bonjour, Miss Marple, » balbutia-t-il. « Il fait beau, n'est-ce pas ?»« Oui, en effet, » acquiesça-t-elle. « J'ai entendu dire qu'il pourrait pleuvoir demain. Dites-moi, monsieur Prowse, votre tante a-t-elle mentionné avoir vu monsieur Whitcomb avec quelqu'un dans le chemin ? Ce genre de chose est facilement mal compris. » Ses oreilles rougirent. C'était possible. Juste un gentleman de passage. Ça aurait pu être rien du tout. Il s'agita avec inquiétude, remuant les enveloppes. J'ose dire qu'elle en fait plus qu'il n'y paraît. Miss Marple le remercia chaleureusement et le quitta soulagé, même si ses pensées persistaient. Sa nervosité suggérait qu'il en savait plus qu'il ne voulait l'admettre, ou qu'il craignait peut-être de se retrouver mêlé à des affaires qui échappent à son contrôle. Cela aussi était révélateur. Pendant ce temps, l'inspecteur, Cray interrogeait le docteur Haydock à son cabinet. Le cœur de l'homme était sain, affirma fermement le médecin, du moins d'après mes examens. Pas d'antécédent d'angine, pas de malaise. Il était en pleine forme, quoique un peu trop gourmand. Il croisa les bras, peu convaincu par la réticence de Cray. À mon avis, un tel malaise soudain suggère une prise. Mais qu'il ait été donné volontairement ou accidentellement, c'est une autre histoire. Cray soupira. « Tu aimerais que je traque le poison. Mais comme il n'y a rien d'autre à dire que des paroles, ce ne sont que des spéculations. » « La spéculation, répondit sèchement Haydock, est souvent le début de la vérité. » Le soir venu, des rumeurs de testament commencèrent à circuler. La coïncidence qu'un notaire décède juste après avoir parlé publiquement de succession contestée semblait trop évidente. Madame Hartnell raconta à qui voulait l'entendre que Whitcomb avait rédigé son propre testament quelques jours auparavant, sans toutefois pouvoir l'expliquer clairement. D'autres insistèrent sur le fait qu'il avait tout légué à un mystérieux bénéficiaire. Au presbytère, Léonard Clément secoua la tête face aux rumeurs. On s'empare des explications les plus extravagantes. Il pourrait s'agir simplement d'une défaillance tragique du corps. Griselda, cependant, était moins convaincue. « Oh, Léonard, tu aimes bien penser à tout le monde. Mais ne te souviens-tu pas que M. Whitcomb évitait les questions directes ? Et cette lettre a été remise en main propre. Il y a quelque chose derrière, j'en suis sûr. » Elle se tourna vers Miss Marple, assise sereine avec son tricot. « Tu es d'accord, Jane ?» Les aiguilles à baie de Miss Marple ne s'arrêtèrent que brièvement. Les lettres sont souvent révélatrices. Il suffit de penser au nombre de vies qui ont été bouleversées par l'arrivée d'une simple enveloppe. Je ne serais pas surpris si cette lettre s'avérait importante. Son ton était doux, mais les deux Clément comprirent qu'elle était plus sérieuse que ce qu'elle disait. Le lendemain, l'inspecteur Cray tenta de retrouver la mystérieuse lettre. La femme de chambre d'Ivy Cottage confirma l'avoir bien vue sur la table d'entrée, mais ignorait tout de son contenu ni de son origine. Elle avait disparu le soir même lorsqu'elle rangea. Personne ne pouvait dire si M. Whitcomb l'avait détruite ou si quelqu'un d'autre l'avait emportée. Miss Marple, quant à elle, rendait visite à Madame Lestrange, qui avait parlé de Whitcomb avec la plus grande sympathie. Femme élégante et réservée, Madame Lestrange elle-même était souvent l'objet de la curiosité. « Quel affreux métier !» soupira-elle, ses doigts fins ajustant les perles à son cou. « Pauvre M. Whitcomb! J'ai toujours pensé qu'il y avait une ombre sur lui, quelque chose d'inachevé dans son passé. Il était gentil, très gentil, et pourtant il y avait de la tristesse dans ses yeux. Vous l'avez remarqué aussi, j'imagine. » Miss Marple hocha la tête. « Oui, en effet. Les gens trahissent souvent plus qu'ils ne le souhaitent tôt par leurs yeux. Et vous avez tout à fait raison, dit-il semblait qu'il portait quelque chose de irrésolu. » En partant, Miss Marple songea à la manière dont chaque villageois exprimait chagrin et sympathie. Madame Partridge s'attardait sur sa nappe abîmée, Madame Price Ridley sur la bienséance des domestiques, M. Prowse sur ses dénégations nerveuses, Madame Lestrange sur ses ombres mélancoliques. Chaque réponse en disait plus sur l'orateur que sur le défunt, et pourtant,
il y avait dans ses réponses des indices de vérité. Car dans la nature humaine, Miss Marple le savait bien, les motivations se liochent souvent comme des motifs de dentelle. Il suffisait d'y regarder de plus près. À la fin de la semaine, l'enquête fut programmée. L'inspecteur Cray rédigea son rapport avec réticence, incertain de pouvoir apporter la moindre preuve d'acte criminel. Les villageois, cependant, en étaient convaincus, et le contraste entre la prudence officielle et la conviction locale ne fit qu'accroître la tension. La veille de l'enquête, Miss Marple était assise près du feu, son tricot presque terminé. Son chat ronronnait à ses côtés, les flammes crépitaient, et dehors, l'air automnal se rafraîchissait. Elle repensait silencieusement à la mort lors d'une garden party, à un homme au secret, à une lettre disparue, à une assiette de gâteau aux graines divisées. De petits détails, peut-être, mais elle savait par expérience que la vérité se révèle souvent dans les plus petites choses. Et tandis qu'elle posait son tricot de côté, elle pensa, une fois de plus, que Ivy Cottage, pourtant innocente en apparence, pourrait bien se révéler être le cœur d'une histoire plus sombre. L'enquête se déroula dans la modeste salle attenante à l'église Sainte-Marie-Mide, un lieu plus habitué aux thés paroissiaux et aux brocantes qu'aux audiences solennelles. Pourtant, ce matin-là, une certaine gravité régnait, ces bancs de bois remplis de villageois se penchant pour mieux voir, leurs murmures étouffés par le poids des autorités. Le coroner présidait, le visage grave et posé, tandis que l'inspecteur Cray présentait ses conclusions avec toute la fermeté d'un homme déterminé à préserver son autorité au milieu des spéculations. Le témoignage était assez simple. Le docteur Haydock décrivit l'effondrement soudain, confirmant une fois de plus que le cœur de M. Whitcomb n'avait donné aucun signe avant-coureur de faiblesse. Plusieurs témoins parlèrent de son apparence et de son comportement cet après-midi-là, joyeux et sociable, jusqu'à son trébuchement fatal. Madame Partridge, troublée mais déterminée, témoigna de la préparation des repas et des boissons, insistant sur le fait que tout était frais et sain. Madame Priest Ridley, bien sûr, ne put s'empêcher de souligner qu'elle n'avait pas tendu son verre à M. Whitcomb, malgré les suggérer malicieusement certains. La femme de chambre fut également appelée, tremblante et pâle, avouant avoir porté le plat, mais niant en larmes avoir touché quoi que ce soit, après qu'il ait été servi au client. Puis vint la question de la lettre. La cousine de Madame Hartnell répéta son histoire, celle d'avoir aperçu l'enveloppe Ivy Cottage, tout en admettant ne pas l'avoir vue ouverte. Le coroner fronça les sourcils, constatant l'irrégularité, mais sans plus d'informations, l'affaire ne pouvait avancer. Finalement, le coroner prononça le décès de cause incertaine, sous réserve d'une enquête plus approfondie. Un verdict ouvert. Il ne satisfait personne, et encore moins l'inspecteur Cray, qui se retrouve pressé de toutes parts par les villageois, certains d'un acte criminel. « Poison !» murmurait-il en quittant la salle, le visage rouge d'émotion. Ce devait être du poison, même si la police ne l'admettra jamais. Ce soir-là, dans le confort douillet du Blue Boar, Cray s'autorisa une pinte et quelques minutes de répit. Pourtant, il n'était pas seul le peuple grouillé de spéculation. Lorsqu'il entendit M. Simmons mentionner la servante sur un ton soupçonneux, sa patience céda. « Si vous voulez savoir, dit-il en se levant avec autorité, nous sommes obligés d'envisager toutes les possibilités. Et oui, la servante est interrogée plus en détail. Elle avait accès, elle portait l'assiette, et il est indéniable que du poison aurait pu être introduit de cette façon. L'effet fut immédiat. Dès le lendemain matin, tout le village vibrait de la certitude que la servante était coupable. La pauvre Elsie, à peine âgée de 17 ans, se retrouva observée, évitée et sujette à chuchotement. Les clients de l'épicier s'écartèrent ostensiblement à son entrée. Les enfants la raillaient dans la ruelle. Sa mère pleura, déclarant sa fille innocente, mais la vague de suspicion fut rapide et cruelle. Miss Marple, cependant, ne se laissa pas emporter. Elle avait observé Elsie trembler lors de l'enquête, certes, mais du tremblement d'une jeune fille effrayée par le regard du public et non endurcie par la culpabilité. Il y avait de la sincérité dans ses larmes, une perplexité spontanée qu'aucun jeu d'acteur ne pouvait imiter. Miss Marple, ayant connu bien des domestiques coupables en son temps, était convaincue que la détresse de la jeune fille était sincère. L'inspecteur Cray visite la maison familiale de la servante et interroge Elsie avec attention. « Vous avez porté l'assiette, insista-t-il. Quelqu'un d'autre l'a-t-il manipulée ? »« Non, monsieur, sanglotait-elle. Je l'ai juste posée et il n'y avait même pas touché. Je jure que je n'y ai rien touché. Pourtant, vous admettez l'avoir laissée sans surveillance sur la table, juste un instant,
J'ai dû aller chercher d'autres tasses. N'importe qui aurait pu y toucher. » Cray fronça les sourcils. Ces paroles, destinées à se défendre, laissèrent au planer le doute. « Quelqu'un, dites-vous? Qui était là ?» Elsie hésita, puis murmura Madame Price Ridley, « Monsieur. » Elle se tenait juste là. Cela, bien sûr, fit à nouveau jaser, car Madame Price Ridley avait longtemps été considérée comme indiscrète et acerbe, avec un penchant pour les immixtions inconsidérées. L'imaginer mêlé à quelque chose de plus sombre était un délicieux scandale. Pourtant, comme le pensait Miss Marple, le plaisir des ragots à scandaliser était rarement une preuve de culpabilité. Dans son salon silencieux, Miss Marple retournait la question avec une patience infinie. Elle se rappelait la scène de la garden party, la servante déposant l'assiette, Whitcomb parlant joyeusement, Madame Price Ridley s'activant, Madame Partridge s'occupant de ses vêtements. Elle se souvenait aussi que Whitcomb n'avait jamais touché au gâteau. Seul le sherry avait franchi ses lèvres. Et ce verre, qui le lui avait offert? Personne ne semblait vraiment certain. Chacun prétendait que c'était un autre. Curieux lapsus, pensa Miss Marple, car de tels détails étaient généralement mémorisés avec clarté. Le lendemain, elle rend visite à Madame Price Ridley, soi-disant pour lui apporter un pot de confiture de coin. La femme imposante l'accepta avec une courtoisie guindée, toujours aussi pressée de se justifier. « Je n'ai même pas touché le verre de cet homme », déclara-t-elle. « J'étais occupée à ranger les serviettes, et si quelqu'un prétend le contraire, ce sont des menteurs. De toute façon, je n'ai aucune raison de faire du mal à ce monsieur. Je le connaissais à peine. » L'expression de Miss Marple reste douce. Sans aucune raison, en effet. Même si l'on trouve parfois que les raisons que les autres considèrent comme insignifiantes sont une vieille insulte, une rumeur peut peser lourd sur la personne concernée. Madame Price Ridley renifla. Des ragots, en effet. Je ne faisais que répéter ce que les autres disaient. Si M. Whitcomb avait un passé, je ne l'avais pas créé. Miss Marple la laissa s'indigner, puis partit avec un mot de remerciement poli. Elle ne s'attendait pas à ce que Madame Price Ridley trahisse sa culpabilité pour révéler la nature de ses propres préoccupations. Et ce qu'elle révéla, c'est qu'elle en savait plus sur le passé de M. Whitcomb qu'elle ne l'admet, et qu'elle était déterminée à le nier. Cela, pour Miss Marple, était intéressant. Pendant ce temps, l'inspecteur Cray continuait de tourner autour de la servante. C'était propre, pratique. Elle avait l'occasion, elle était proche et elle était vulnérable, mais les villageois eux-mêmes étaient divisés. Certains, comme Madame Hartnell, insistaient sur le fait qu'il était évident que les domestiques en savent toujours trop, n'est-ce pas? Tandis que d'autres, comme Madame Lestrange, expriment des doutes. La pauvre enfant, murmura-t-elle, avait l'air si innocente. Il semble cruel de la harceler ainsi. Un soir, Griselda Clément est passée voir Miss Marple, toute rouge d'excitation. Il paraît que l'inspecteur est prêt à procéder à une arrestation. Il inculpe Elsie d'ici une semaine, paraît-il. N'est-ce pas épouvantable? Mais si elle a commis cet acte, justice doit être faite. Miss Marple sert le thé calmement. Oui, ma chère. Mais il faut être bien certain avant de pointer du doigt. Une justice hâtive n'est pas juste. Je pense plutôt que l'inspecteur se laisse tromper par ce qui est simplement opportun. Alors qui d'autre? Demanda Griselda avec empressement. Si ce n'est pas la servante? Miss Marple sourit, les yeux pétillants. Telle est la question. Et je pense que nous n'y répondrons que lorsque nous comprendrons ce qui se cache derrière le passé de M. Whitcomb et dans cette lettre si malencontreusement disparue. Griselda soupira, à la fois exaspérée et admirative. « Tu donnes toujours l'impression que c'est si simple. Mais j'avoue que je n'aurais jamais dû penser à la moitié de ces choses. » Miss Marple posa sa tasse. « La nature humaine, ma chère, elle est vraiment la même partout. On y voit des schémas si l'on a vécu assez longtemps. » Elle reprit son tricot, tandis que Griselda l'observait, sentant que derrière ses paroles discrètes se cachait une conviction bien plus forte que les déclarations officielles de l'inspecteur Cray. À la fin de la semaine, l'atmosphère à St. Mary Mead s'était épaissie. La famille de la servante vivait dans l'ombre. Madame Price Ridley devenait chaque jour plus sur la défensive, et des rumeurs de motivation cachées tourbillonnaient comme des feuilles d'automne dans les ruelles. La suspecte évidente avait été identifiée, et la justice semblait impatiente de la retrouver. Pourtant, Miss Marple, avec son calme et sa modestie, attendait. Elle savait trop bien que la vérité d'un meurtre, comme celle de toute faute humaine, se trouvait rarement là où les apparences le montraient le plus clairement. Les jours qui suivirent l'enquête s'installèrent dans un rythme incertain. En apparence, St. Mary Mead continuait sa routine habituelle. Le linge était suspendu, la cloche de l'épicier tintait à l'entrée des clients,
et le curé préparait son sermon du dimanche. Pourtant, partout planait l'ombre de la mort de M. Whitcomb, et à chaque coin de rue, on parlait à voix basse de la domestique qui pouvait, à tout moment, être arrêtée. Cela rendait la vie du village tendue, comme si les rues familières elles-mêmes étaient devenues vigilantes. Miss Marple, cependant, évoluait sereinement parmi ses voisins, l'air serein, l'esprit tranquillement alerte. Elle ne se contentait pas de la détermination de l'inspecteur Cray à se concentrer sur le suspect le plus évident. D'après son expérience, l'évidence était rarement la vérité. Elle croyait que quelque chose d'infime, oublié dans le tourbillon des rumeurs, devait détenir la clé, et c'était précisément cette petitesse qu'elle excellait à remarquer. Un après-midi, elle rend une nouvelle visite à Ivy Cottage. La maison était désormais déserte, fenêtres closes, mais elle avait la permission de récupérer du linge appartenant à l'Institut des femmes, prêté à M. Whitcomb. Miss Marple était aidée par la mère d'Elsie, qui affichait une certaine lassitude, déterminée à montrer que sa famille n'avait rien à cacher. Ensemble, elles parcoururent les pièces, ramassant nappes et serviettes pliées. En soulevant un torchon du bureau, Miss Marple remarqua une minuscule marque sur le bois, comme laissée par un ver. De telles marques étaient courantes, mais elle marqua néanmoins une pause. Près de la marque gisaient des miettes, si petites qu'elles auraient pu échapper à un œil moins attentif. Miss Marple se pencha. Elles n'étaient pas issues de graines. Nos graines de carvi ou des céréales plus lourdes, mais de quelque chose de plus léger, de plus fin. Une génoise, peut-être, ou un sablé. Elle ne dit rien, se contentant de les frotter dans son mouchoir avant de plier le tissu. De retour chez elle, elle les examina attentivement à la lumière de la lampe. Une génoise, certes, et saupoudrée d'une infime trace de sucre. Pourtant, aucune génoise n'avait été servie à M. Whitcomb lors de la garden party de Mme Partridge. Miss Marple se souvenait bien des assiettes gâteaux aux graines, brioches de Bath et sandwichs aux concombres, rien de plus. D'où venait donc cette génoise? Une curiosité mineure, peut-être. Mais elle avait appris depuis longtemps que les curiosités mineures étaient rarement sans importance. Pendant ce temps, l'inspecteur Cray poursuivait ses investigations avec une impatience croissante. Il insista de nouveau auprès d'Elsie, mais les réponses de la jeune fille restèrent alors fermes. Il interrogea Mme Price Ridley jusqu'à ce qu'elle soit véritablement offensée. Il examina même Mme Partridge point travail de Madio Fall, qui jurait qu'aucune nourriture n'avait été apportée au jardin, hormis ce qui avait été disposé sur les tables. Pourtant, il négligeait le bureau, le cercle en verre et les miettes. De tels détails, il les aurait écartés comme sans importance. Miss Marple, cependant, les gardait précieusement en mémoire, tels des fils attendant d'être tissés. Le lendemain matin, elle croisa le docteur Haydock qui revenait d'une consultation. Il s'arrêta pour échanger quelques mots, l'air mêlé d'irritation et de curiosité. « L'inspecteur est déterminé à inculper cette jeune fille, dit-il sans détour. Mais je ne suis pas convaincu. Les symptômes, voyez-vous, ne correspondent pas à ce que j'attends des poissons habituels. C'était soudain, certes, mais il n'y avait pas de brûlure dans la gorge, pas de convulsions prolongées. Plutôt quelque chose de rapide et subtil. Rapide et subtil, répéta pensivement Miss Marple. Cela rappelle certaines poudres, n'était-ce pas? Je me souviens d'un cas, il y a de nombreuses années, où une jeune femme du Devon avait péri après avoir mangé un repas cordial préparé par un rival jaloux. Personne ne s'en doutait au début, car les symptômes ressemblaient à un évanouissement. Haydock la regarda avec intérêt. « Vous avez une mémoire extraordinaire pour ce genre de choses, Miss Marple. La nature humaine, docteur. Les schémas se répètent. Il suffit de s'en apercevoir. » Elle lui adressa un léger sourire et s'en alla, le laissant méditer. Cet après-midi-là, Miss Marple rejoignit Griselda Clément pour le thé. La jeune femme était pleine d'énergie nerveuse. « C'est affreux, Jane. Le village a déjà pratiquement condamné Elsie. Sa pauvre mère ne peut même pas aller faire les courses sans attirer les regards. Et j'ai entendu dire que Mme Price Ridley raconte à qui veut l'entendre que la jeune fille a été vue près de la vitre, juste avant qu'elle ne soit remise à M. Whitcomb. »« En effet, murmura Miss Marple en remuant son thé. Je me demande cependant si Mme Price Ridley a oublié qu'elle se tenait tout près à ce moment-là. Il est curieux de voir à quel point la mémoire peut être sélective, surtout quand sa réputation est en jeu. » Griselda se pencha. « Tu crois qu'elle a réussi ?» Les yeux de Miss Marple pétillèrent. « Je pense que Mme Price Ridley a fait beaucoup de choses dans sa vie, mais il reste à savoir si elle a empoisonné quelqu'un. Ce qui m'intéresse davantage, ce n'est pas de savoir qui portait le verre, mais ce qu'il contenait,
et ce que M. Whitcomb a pu consommer d'autre, sans que la plupart d'entre nous ne le remarquent. Griselda fronça les sourcils, perplexe, mais avant qu'elle puisse insister davantage, le vicaire entra avec ses papiers, et la conversation dévia sur des sujets plus domestiques. Pourtant, les paroles de Miss Marple persistaient dans son esprit. Ce soir-là, assise près du feu, Miss Marple repensa aux miettes qu'elle avait trouvées. Elle désignait un rafraîchissement personnel pris en dehors du menu habituel. Peut-être Whitcomb avait-il l'habitude de garder ses propres provisions. Ou peut-être quelqu'un lui avait-il apporté quelque chose, rien que pour lui. Et si oui, qui? La réponse arriva de manière inattendue le lendemain. Mademoiselle Weatherby, une vieille fille aux habitudes difficiles, confie à Mademoiselle Marple avoir vu un jour M. Whitcomb accepter un colis de Madame Lestrange. Un colis tout à fait ordinaire, insista-t-elle. Mais elle le lui remit discrètement, à l'abri des regards. J'ai trouvé cela assez étrange sur le moment. Elle dit que c'était un petit gâteau qu'elle avait préparé, car il avait l'air seul. Un geste si gentil, vous ne trouvez pas? Miss Marple la remercia sans rien dire, mais son esprit s'éveilla. Un cadeau privé de gâteau livré en toute discrétion et de génoise qui plus est. Elle se souvint du ton compatissant de Madame Lestrange, de son insistance, sur le fait que Whitcomb était empreint de tristesse. Sa gentillesse était-elle simplement de la gentillesse ou quelque chose de plus? Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple rend visite à Madame Lestrange. Celle-ci l'accueillit chaleureusement, avec la réserve de quelqu'un qui veille toujours sur sa vie intérieure. Elles parlèrent de jardin, de temps, des inconvénients de l'humidité automnale. Finalement, Miss Marple, ses aiguilles à tricoter étincelant doucement, fit remarquer « Je trouve cela gentil à vous, ma chère, de penser à M. Whitcomb. Tant d'hommes vivant seuls sont négligés. Le petit gâteau que vous lui avez préparé a dû l'apprécier. » Madame Lestrange sursauta, les yeux plissés un instant, avant de reprendre ses esprits. « Oh, ce n'était rien du tout. Une bagatelle. Je pensais que ça lui plairait. » Le pauvre homme semblait si solitaire. Miss Marple hocha la tête, l'air neutre. Oui, de tels gestes peuvent signifier beaucoup. Elle laissa tomber le sujet et prit congé peu après, le visage indéchiffrable. De retour dans sa chaumière, Miss Marple posa son tricot et réfléchit. Les miettes de biscuits, le paquet secret, la lettre manquante, rien n'était peut-être rien en soi. Mais ensemble, ils formaient un motif, subtil mais perceptible. La mort de M. Whitcomb ne se résumait pas à une simple portion de gâteau aux graines et de xérès. Il avait gardé des secrets, et d'autres les connaissaient. Quelque part parmi ces secrets se trouvait le mobile du meurtre. Pour l'instant, elle ne dit rien. Mais elle observa Madame Lestrange de plus près, et résolut d'en savoir plus sur la lettre disparue. Car, d'après la longue expérience de Miss Marple, les lettres et les gâteaux étaient rarement aussi innocents qu'ils le paraissaient. La semaine suivante, le calme de St. Mary Mead commença à se fissurer. Ce qui avait été autrefois un village uni par la curiosité se divisa désormais en factions, celle convaincue de la culpabilité d'Elsie et celle qui murmurait que la jeune fille était le bouc émissaire d'un complot plus sinistre. Les divisions se manifestèrent dans les lieux les plus ordinaires, au guichet de la poste, dans la file d'attente de l'épicerie, et même à la pompe où les femmes se réunissaient pour échanger des nouvelles. Chaque rencontre semblait chargée d'une tension sous-jacente, comme si le village lui-même retenait son souffle. Miss Marple, assise près de sa fenêtre avec son tricot, remarquait que les visages trahissaient plus que les mots. Un rougissement ici, un froncement de sourcils, autant de petits signes qui, pour elle, étaient plus forts que n'importe quelle déclaration. Elle savait par expérience que la mort perturbait plus que les coupables. Elle perturbait ceux qui avaient leurs propres secrets, de peur que de vieilles ombres ne soient attirées par la lumière. Ce fut l'inspecteur Cray qui le premier provoqua une confrontation ouverte. Insatisfait de l'absence de progrès, il convoqua plusieurs villageois dans le cabinet privé du Sanglier Bleu pour un interrogatoire plus approfondi. Parmi eux se trouvaient Madame Price Ridley, Madame Partridge, Monsieur Prowse et, à contre-cœur, Madame Lestrange. Mademoiselle Marple, de par son âge et sa réputation, fut autorisée à s'asseoir discrètement dans un coin, en guise d'observatrice neutre. En vérité, Cray soupçonnait qu'elle en voyait plus qu'elle n'en reconnaissait, et bien qu'il trouvât ses propos d'un flou exaspérant, il appréciait sa présence. L'inspecteur commença par M. Prowse, pâle et jouant avec sa casquette. « Vous avez parlé d'un inconnu aperçu avec M. Whitcomb, insista Cray. « Un homme grand, dit votre tante. Qui était-il » Prowse déglutit. « Je ne l'ai jamais vu moi-même, monsieur.
Seulement ce que ma tante m'a dit, ça aurait pu être n'importe qui. Ou personne du tout, murmura Cray. Une histoire bien pratique, peut-être, pour cacher autre chose. Le jeune homme rougit. Ce n'était pas une histoire. Ma tante l'avait juré. Elle ne ment pas. De son coin, Miss Marple le regarda avec douceur. Son attitude défensive ne suggérait pas une invention, mais la peur d'être entraîné dans des ennuis. Cela, à ses yeux, était tout aussi révélateur. Cray se tourna ensuite vers Madame Price Ridley. « Vous étiez près du verre de M. Whitcomb. L'avez-vous manipulé ? » ?»« Certainement pas, » rétorqua-t-elle, les yeux pétillants. « Je ne laisserai pas mon nom être sali par des langues malveillantes. Je m'occupais des serviettes, comme je l'ai dit une douzaine de fois. Si quelqu'un prétend le contraire, ce sont des calomniateurs. Et pourtant, la servante dit que vous vous teniez juste à côté. »« La servante, » rétorqua Madame Price Ridley avec mépris, « n'est guère un témoin fiable. Ces gens ne voient que ce qu'ils veulent. »« Non, inspecteur, vous ne m'accusez pas de cela. » Cray, las de sa belligérance, la congédia d'un grognement. Mais Miss Marple remarqua la rapidité avec laquelle elle reporta ses soupçons sur Elsie, comme pour détourner l'attention. Madame Partridge, quand son tour arriva, parla avec une agitation palpitante. « Je ne sais plus quoi dire. C'était ma fête, certes, mais je n'y suis pour rien. Quelle honte! Je n'en recevrai plus jamais. Cela m'a ruiné, inspecté, ruiné. » Cray se pencha. « Vous avez invité M. Whitcomb, cependant. Le connaissiez-vous bien ?» Ses mains se tordèrent sur ses genoux. « Pas très bien du tout. Il était nouveau, et il faut être hospitalier, non ? Mais il était toujours si particulier, si méfiant. J'ai senti plus d'une fois qu'il cachait quelque chose. » Un murmure parcourt la table. Madame Partridge blêmit, comme si elle regrettait d'avoir parlé, mais elle ne pouvait se dédire. Finalement, l'inspecteur fait face à Madame Lestrange. Elle était posée, presque anormalement, le dos droit, la voix basse et posée. « Je n'ai rien à ajouter, dit-elle. Monsieur Whitcomb était courtois, un gentleman. Sa mort est une tragédie, rien de plus. » Cray plissa les yeux. « On t'a vu lui livrer un colis. Qu'y avait-il dedans ?» Elle hésita un instant. Un gâteau, une petite génoise, rien d'autre. Ce n'est sûrement pas un crime de faire preuve de gentillesse envers son prochain ? Non, madame. Mais pourquoi le livrer en secret ? Ses lèvres se pincèrent. Parce que je ne voulais pas être la cible des ragots. N'est-ce pas une raison suffisante dans ce village ? Cray envisagea d'insister davantage, mais la fermeté de son ton le dissuade. Pourtant, cet aveu fit des vagues dans la salle. Un gâteau, une génoise. L'esprit de Miss Marple s'agita au souvenir des miettes qu'elle avait trouvées. Elle jeta un coup d'œil à Madame Lestrange, assise avec une parfaite assurance, mais dont le regard contenait un non-dit. Une fois l'interrogatoire terminé, les villageois se dispersèrent en murmurant des mots et le dos raide. Dehors, le vent d'automne s'était levé, dispersant des feuilles sur le chemin. Madame Price Ridley s'éloigna, furieuse. Monsieur Prowse s'éloigna furtivement, les épaules voûtées, et Madame Lestrange marcha la tête haute, ignorant les regards qui la suivaient. Plus tard dans la soirée, dans le salon du presbytère, Miss Marple discuta de l'affaire avec Léonard et Griselda Clément. Le vicaire soupira. « Nous ne sommes pas plus près de la vérité. L'inspecteur s'impatiente et les villageois s'inquiètent. Je crains que la mauvaise personne ne soit sacrifiée pour les satisfaire. » Griselda, recroquevillée sur le canapé, se pencha en avant avec empressement. « Mais Jane, Madame Lestrange cache sûrement quelque chose. As-tu vu sa réponse ? Si calme, si froide. Si quelqu'un l'avait empoisonnée, je dirais que c'est elle. » Miss Marple secoua doucement la tête. « Le calme n'est pas toujours synonyme de culpabilité, ma chère. Certaines personnes se sont habituées à ne jamais montrer leurs émotions. Mais il faut considérer le mobile. Si elle lui avait offert un gâteau, pourquoi lui aurait-elle souhaité du mal ? À moins, bien sûr, que le gâteau ne cache plus que de la gentillesse. » Le vicaire fronça les sourcils. « Vous parlez comme si vous pensiez qu'elle l'avait fait. » Miss Marple sourit faiblement. « Je parle comme si je croyais qu'elle en savait plus qu'elle ne le dit. Et la connaissance, Léonard, est souvent plus dangereuse que l'action. » Les jours qui suivirent apportèrent de nouvelles révélations. Il apparut que M. Whitcomb avait autrefois exercé le droit à Londres, mais que sa carrière avait brutalement pris fin quelques années auparavant. La raison n'était pas claire, des rumeurs d'irrégularité peut-être, ou une affaire qui avait mal tourné. Madame Hartnell prétendit avoir appris par un cousin qu'il avait été mêlé à une dispute d'héritage qui avait tourné au scandale. D'autres insistèrent sur le fait qu'il avait des ennemis qui ne lui avaient jamais pardonné. Quelle que soit la vérité,
Le schéma était indéniable, M. Whitcomb n'était pas venu à St. Mary Mead simplement pour la paix et la tranquillité. Il était venu pour fuir quelque chose ou quelqu'un. Miss Marple écoutait, absorbant chaque rumeur, la confrontant à ce qu'elle connaissait du comportement humain. Un homme qui a des ennemis cherchera toujours à se cacher, songea-t-elle. Mais les ennemis ont tendance à nous suivre. C'est dans ce climat de suspicion qu'une nouvelle confrontation éclata. Cette fois, non pas lors d'un interrogatoire officiel, mais en pleine rue. Madame Price Ridley, rencontrant Madame Lestrange par hasard près du bureau de poste, ne put s'empêcher de lui lancer une remarque cinglante. « J'espère sincèrement que vos petits gâteaux seront mieux accueillis à l'avenir, ma chère. Il ne faudrait pas qu'ils aient de fâcheuses conséquences. » Madame Lestrange se retourna, le visage pâle, mais la voix aussi tranchante que du cristal. « Si vous osez insinuer que j'ai participé à la mort de M. Whitcomb, vous le regretterez. » La moitié du village assista à l'échange, et, le soir venu, il dégénéra en cris, menaces et même mains levées. Miss Marple, l'apprenant, songea que de telles querelles publiques en révélaient souvent davantage les angoisses privées que la culpabilité elle-même. Pourtant, les pièces du puzzle se déplaçaient, le tableau se dessinant, bien que non complet. Pour l'instant, elle attendait son heure. Mais elle savait que des secrets longtemps cachés éveillaient les soupçons, et que la vérité, une fois pleinement révélée, serait plus profonde que le village ne l'imaginait. La querelle entre Madame Price Ridley et Madame Lestrange aurait pu rester un simple sujet de rumeur, mais elle n'aurait guère eu d'impact si ce n'était le développement troublant qui s'ensuivit. Car, alors que les villageois commençaient à se lasser de spéculer sur la culpabilité d'Elsie et les secrets de Madame Lestrange, St. Mary Mead fut secouée par un second événement, qui approfondit le mystère et déstabilisa même ceux qui s'étaient habitués au drame. Cela se passa un jeudi soir, par un air d'automne vif et des haies chatoyantes de rosée. M. Prowse, rentrant tard d'une tournée de livraison, passa devant Ivy Cottage. Bien que fermé, il jura avoir aperçu une faible lumière vaciller à l'intérieur, une impossibilité, car la maison était fermée à clé depuis la mort de M. Whitcomb. Troublé, il se hâta, mais au matin, la nouvelle s'était répandue et l'inspecteur Cray fut appelé pour enquêter. Ce qu'il découvrit le stupéfia. La porte du cottage, bien que verrouillée de l'extérieur, présentait des traces évidentes d'effraction des marques maladroites sur le loquet et des rayures près de la serrure. À l'intérieur, le bureau, que Miss Marple avait autrefois remarqué pour son rangement soigné, avait été saccagé. Des papiers jonchaient le sol, des tiroirs arrachés et des liasses de correspondances soigneusement déchiquetées. De toute évidence, quelqu'un avait fouillé avec une urgence désespérée. Pourtant, personne ne pouvait dire immédiatement ce qui avait été volé, si tant est qu'il y ait eu quelque chose. La révélation provoqua une onde de choc dans le village. « Preuve !» s'écria Madame Hartnell. « Preuve que M. Whitcomb avait quelque chose qui valait la peine de tuer. Sinon, pourquoi sa maison serait-elle cambriolée ?» D'autres murmurèrent sombrement que l'intrus devait être à la recherche de la lettre disparue. Les théories se multiplient, d'heure en heure, toutes plus extravagantes les unes que les autres. L'inspecteur Cray, exaspéré, convoqua à nouveau plusieurs villageois pour les interroger. « Il y a quelqu'un ici qui en sait plus qu'ils ne le disent » déclara-t-il d'un ton sombre. « Un homme est mort, et maintenant son domicile a été violé. Ces événements ne sont pas des accidents. » Miss Marple, qui écoutait, pensa intérieurement que l'inspecteur avait raison dans ses conclusions, sinon dans sa méthode. La perquisition à Ivy Cottage confirma ce qu'elle soupçonnait depuis longtemps. La mort de M. Whitcomb n'était pas un simple effondrement, et la lettre disparue avait plus d'importance qu'on ne le pensait. Elle résolut, discrètement comme toujours, de découvrir qui avait bien pu piller son bureau. Cet après-midi-là, elle croisa Madame Partridge à l'épicerie. La pauvre femme paraissait épuisée, les yeux cernés. « Ils ne s'arrêteront jamais de parler, Miss Marple, dit-elle d'un ton misérable. Mon jardin est à jamais gâché. Et maintenant, ce cambriolage, comme si tout le village devait être déshonoré. » Miss Marple posa doucement la main sur son bras. « C'est très dur, je sais. Mais de tels désagréments nous montrent souvent recherchés, car personne ne s'introduit chez un mort sans être profondément anxieux. Et l'anxiété, ma chère, s'accompagne souvent de culpabilité. » Madame Partridge cligna des yeux, incompréhensible, puis s'empressa de faire ses achats. Mais Miss Marple, imperturbable, nota la remarque dans son carnet mental. Pendant ce temps, les rumeurs au sujet de Madame Lestrange se faisaient plus fortes. N'avait-elle pas avoué avoir offert un gâteau éponge à Whitcomb?
N'était-il pas possible que le gâteau contient plus que de la farine et du sucre? Et maintenant, le cottage étant cambriolé, cherchait-elle à récupérer une correspondance compromettante? La confrontation à la poste était remémorée et exagérée, jusqu'à ce que l'histoire la fasse passer pour une mi-curieuse, mi-sorcière. Madame Lestrange supportait tout avec une froide dignité, mais mademoiselle Marple remarqua la crispation de sa mâchoire, le tremblement de ses mains quand elle pensait que personne ne la regardait. Ce n'était pas de la culpabilité qu'elle y lisait, mais de la peur. La peur d'être démasquée, pas forcément pour meurtre, mais pour quelque chose lié au passé caché de Whitcomb. Le lendemain, soir, le rebondissement renforça les soupçons. Elsie, la servante tant calomniée, fut découverte en larmes devant le presbytère, serrant contre elle une feuille de papier froissé. Elle prétend l'avoir trouvée près du chemin, emportée par le vent. Léonard Clément, la lui prenant délicatement, la reconnut aussitôt comme l'un des documents juridiques de M. Whitcomb. Écrit de sa main précise, il faisait référence à un fonds fiduciaire et au nom d'un bénéficiaire, ce qui fit froncer les sourcils du vicaire, surpris. Le nom était Madame Lestrange. Au matin, le village était en émoi. Si Whitcomb lui avait laissé de l'argent, ou avait peut-être eu l'intention de modifier son testament en sa faveur, n'était-ce pas à la fois un mobile et un moyen? L'histoire se répandit comme une traînée de poudre, et, à midi, la moitié de la paroisse était convaincue que l'élégante dame l'avait empoisonné pour son profit, puis avait saccagé son cottage pour récupérer des documents prouvant ce lien. L'inspecteur Cray, pour une fois en accord avec les villageois, tourna son attention vers elle. Il se présenta chez elle, exigeant des explications. « Vous deviez sûrement savoir qu'il avait l'intention de vous nommer, dit-il d'un ton sévère. Qu'en dites-vous » Madame Lestrange pâlit, mais garda son calme. « Je dis que c'est absurde. Monsieur Whitcomb était gentil, certes, et nous avons souvent parlé. Mais je n'attendais ni ne souhaitais rien de lui. S'il a mentionné ma présence dans ses papiers, c'était à mon insu. Je n'ai pas besoin d'argent, inspecteur. Néanmoins, c'est suspect. Les soupçons, dit-elle doucement, ne sont pas des preuves. » Miss Marple, qui avait accompagné l'inspecteur sous prétexte de lui rendre visite, l'observait attentivement. La détresse de la dame semblait sincère et reflétait davantage un chagrin offensé qu'un calcul. Pourtant, Miss Marple savait aussi que les mensonges sont plus convaincants lorsqu'une vérité plus profonde se cache derrière. Si Madame Lestrange n'avait pas cherché l'argent, qu'est-ce qui les avait liés à Whitcomb? La question persistait. Ce soir-là, Miss Marple était assise avec Griselda au presbytère, sirotant du thé. Griselda, qui ne résistait jamais aux spéculations, s'exclama « Eh bien, Jane, ce doit être elle, n'est-ce pas? Sinon, pourquoi son nom figurait dans ses papiers? S'il avait l'intention de lui léguer de l'argent et qu'elle craignait le scandale, quoi de mieux que de bien, vous savez ?» Les aiguilles de Miss Marple claquaient doucement. « Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives, ma chère. On laisse de l'argent pour de nombreuses raisons, gentillesse, gratitude, voire remords. Mais il faut toujours se demander quelle était la nature de la relation. Cela en dit plus que l'héritage. » Griselda fronça les sourcils. « Tu crois qu'il y a autre chose? »« Je pense, » répondit Miss Marple avec douceur, « que M. Whitcomb et Madame Lestrange partageaient un passé que le village ne soupçonnait pas encore. Et le passé, comme je l'ai souvent constaté, a tendance à s'immiscer dans le présent. À la fin de la semaine, les soupçons contre Madame Lestrange avaient atteint leur paroxysme. Le cambriolage à Ivy Cottage, le gâteau éponge, le nom dans les journaux, tout la désignait, du moins en apparence. Pourtant, Miss Marple, à sa manière discrète, n'était pas convaincue. Elle savait trop bien que lorsque la culpabilité apparaissait si clairement, elle masquait souvent la vérité sous un déguisement plus subtil. Et tandis qu'elle contemplait le feu ce soir-là, ses pensées ne se portèrent pas sur Madame Lestrange, mais sur l'étranger que la tante de M. Prowse prétendait avoir vu. Car le meurtre, songea-t-elle, germait rarement dans un seul jardin, ses racines s'étendaient souvent plus loin qu'on ne l'imaginait. Le regain de suspicion envers Madame Lestrange modifia curieusement l'atmosphère de St. Mary Mead. Certains, avides de drame, trouvent satisfaction à imaginer l'élégante veuve en meurtrière. D'autres, plus prudents, murmuraient que les apparences pouvaient être trompeuses, sans toutefois avoir le courage de le dire ouvertement. De son côté, Madame Lestrange se replie sur elle-même, ne quittant sa maison que rarement, et toujours la tête haute. Le village observait chacun de ses mouvements, soupesant son sang-froid face à leur culpabilité imaginaire. L'inspecteur Cray insista avec une détermination croissante. Il lui rend visite à plusieurs reprises, exigeant des explications, sondant son passé. Mais ses réponses restèrent cohérentes.
Elle avait connu Whitcomb, certes, et lui avait témoigné la gentillesse dont on se montre capable envers un homme seul. S'il lui avait laissé de l'argent, elle n'en savait rien. Elle n'avait rien à gagner de sa mort. Cray, peu convaincu, marmonna des preuves indirectes. Mais même lui hésita. Car si le soupçon la tenaille, les preuves demeurent insaisissables. Miss Marple, cependant, était d'une patience discrète. Elle avait appris depuis longtemps que la vérité se révélait rarement par des questions directes. Les gens dissimulaient, mentant même ouvertement, mais au final, leur comportement les trahissait. Il suffisait de créer le moment opportun, le coup de pouce adéquat, pour faire surgir une faille révélatrice. Elle commença donc à planifier, avec autant de douceur et de modestie que si elle organisait un goûter. L'occasion se présenta lorsque Griselda Clément proposa d'organiser une petite réunion au presbytère, soi-disant pour restaurer la bonne humeur du village. « Si nous ne nous réunissons pas tous, déclara-t-elle, nous allons devenir fous à force de chuchoter, qu'ils se voient face à face. Cela leur fera du bien. » Le vicaire, bien qu'habitant, accepte, et Miss Marple saisit l'occasion. Le soir venu, le salon du presbytère se remplit de figures familières. Madame Price Ridley, impérieuse. Comme toujours, Madame Partridge, le jeune Monsieur Prowse, anxieux et frétillant, nerveux mais désireux de ne pas être exclu. Et, après quelques tentatives de persuasion, Madame Lestrange elle-même, élégante en noir, le sang-froid tel une armure. Même l'inspecteur Cray apparut, sous prétexte de maintenir l'ordre tout en murmurant que les thés du village n'étaient pas son domaine habituel. Miss Marple, assise près du feu avec son tricot, ne ressemblait à rien de plus qu'une vieille dame inoffensive. Pourtant, elle était silencieusement attentive, observant le flux et le reflux des conversations avec un œil perçant. La conversation commença avec raideur, mais Griselda, avec son entrain habituel, parvint bientôt à faire parler tout le monde. On échange des ragots sur les jardins, des petites plaintes et même des remarques sur le récent cambriolage. Miss Marple attendit, patiente comme une araignée. Enfin, elle posa son tricot et parla de sa voix douce. « C'est curieux, n'est-ce pas ?» remarqua-t-elle. « Comme de petites choses peuvent en changer le cours des événements. Une lettre égarée, par exemple. Ou une simple part de gâteau. Cela semble insignifiant, mais cela peut avoir de grandes conséquences. » Il y eut un bref silence. Madame Partridge cligna des yeux. Madame Price Ridley renifla, et les yeux de Madame Lestrange vacillèrent un instant. Mademoiselle Marple poursuivit doucement. « Je pensais au pauvre Monsieur Whitcomb. Il n'a pas mangé le gâteau aux graines servi devant lui, ce que beaucoup ont trouvé étrange. Pourtant, je me suis demandé s'il avait déjà mangé autre chose. Une petite génoise, peut-être. C'est très attentionné de la part de quelqu'un de lui en offrir une en privé. » Les mots étaient doux, mais ils tombèrent dans la pièce comme une pierre dans une eau calme. La main de Madame Lestrange tremblait sur sa tasse de thé. Madame Price Ridley se pencha en avant avec délectation, impatiente de voir sa rivale se tortiller. Le jeune Monsieur Prowse jeta un regard inquiet à l'inspecteur. Mademoiselle Marple les observa tous, mais ce ne fut pas la réaction de Madame Lestrange qui retint son attention. Ce fut celle de Monsieur Prowse. À la mention du gâteau éponge, son visage pâlit et ses yeux se fixèrent au sol. Miss Marple, ses aiguilles posées sur ses genoux, laissa le silence s'éterniser. Puis elle sourit, comme si de rien n'était. « Bien sûr, ajouta-t-elle, ce n'est peut-être rien. Seules les miettes parlent d'elles-mêmes, si l'on prend la peine de les regarder. » Griselda, qui s'apprêtait à parler, se reprit, sentant la tension monter. L'inspecteur Cray fronça les sourcils, perplexe, et remua sur sa chaise. Mais Miss Marple se remit à tricoter. L'instant passa, et la conversation reprit, quoique plus âpre. Plus tard, lorsque les invités partirent, l'inspecteur Cray s'attarda. « Vous vouliez dire quelque chose, Miss Marple, » dit-il sans détour. « Le gâteau éponge, les miettes, que suggérez-vous » Elle leva les yeux, l'air doux. « Il faut juste être prudent avant de se sentir coupable, inspecteur. Les apparences sont parfois trompeuses. Parfois, la vérité ne se trouve pas chez ceux dont on parle le plus, mais chez ceux qui en disent le moins. » Il fronça les sourcils. « Tu parles par énigme ? Et moi ?» Miss Marple sourit faiblement. « Je pense, inspecteur, que si vous observez non seulement ce que les gens disent, mais aussi comment ils écoutent, vous pourriez en découvrir plus qu'avec toutes les questions du monde. » Ce soir-là, dans son cottage, Miss Marple réfléchit à ce qu'elle avait vu. Madame Lestrange, bien que bouleversée, n'avait pas manifesté la peur désespérée du coupable. Sa détresse était réelle, mais enracinée dans l'ombre d'une relation passée. En revanche, la réaction du jeune Monsieur Prowse avait été plus vive, plus instinctive.
Il avait l'air de quelqu'un qui reconnaît un détail qu'il aurait dû ignorer. Et une reconnaissance, Miss Marple le savait, valait bien une confession si elle était bien forcée. Le lendemain, elle s'arrangea pour le rencontrer dans le chemin. Il essaya de passer rapidement, mais elle le retint d'un mot gentil. « Quelle belle matinée, monsieur Prowse. Je pensais au gâteau éponge. Ma tante en faisait, très léger, saupoudré de sucre. Tout à fait irrésistible. J'imagine que vous les appréciez aussi ?» Ses yeux s'écarquillèrent, et il balbutia. « Je ne m'en soucie guère. » « Oh !» Le sourire de Miss Marple était bienveillant. « C'est étrange. J'ai trouvé que tu avais l'air très impressionné quand j'en ai parlé hier soir, comme si ça te rappelait quelque chose. » Il marmonna une excuse et s'éloigna précipitamment, la laissant songeuse. Il s'était une fois de plus trahi, non par des mots, mais par la peur. Oui, il y avait du vrai là-dedans. La vérité se rapprochait. Ce soir-là, Miss Marple confie un fragment de ses pensées à Léonard Clement. « Soyons prudents, vicaire. On pourrait encore accuser la mauvaise personne. Mais je pense que nous sommes au cœur du problème. Un autre test, peut-être, et la vérité éclatera. » Léonard, bien qu'habitué à ses habitudes, demanda doucement « Et quel sera ce test ?» Miss Marple sourit, les yeux pétillants. « Oh, quelque chose de très simple. On n'a pas besoin de pièges élaborés, vous savez. Juste un mot par-ci, une remarque par-là. On se condamne soi-même, si on le lui permet. » Elle reprit son tricot, le cliquetis des aiguilles régulier et calme. Dehors, le village était silencieux sous les étoiles d'automne. Mais dans l'esprit de Miss Marple, le modèle était presque terminé. Un dernier point, un dernier essai, et les filles emmêlées du meurtre d'Ivy Cottage se dénoueraient pour révéler la vérité. Le dimanche suivant le rassemblement du presbytère, l'aube était claire et nette, les cloches de l'église sonnant à travers St. Mary Mead avec leur joie habituelle. Pourtant, pour les habitants du village, la sonnerie était chargée de tension. La suspicion planait comme une brume sur les ruelles, et les regards se tournaient toujours vers Madame Lestrange, ou vers la pauvre Elsie, ou plus discrètement envers quiconque semblait évasif. L'inspecteur Cray avait atteint ses limites. « J'en ai assez », déclaration ce matin là au Blue Boar, en posant son carnet sur le comptoir. « Je vais porter plainte contre Lestrange. Son nom est dans les journaux, son gâteau était chez cet homme, et elle cache quelque chose. Des circonstances, certes, mais peu m'importe. Les circonstances suffisent. » La nouvelle de son intention se répandit en moins d'une heure. Lorsque Miss Marple l'apprit de Griselda, qui était au bord de l'excitation à l'idée de répéter la nouvelle, le village était en effervescence. Pourtant, Miss Marple ne fit que esquisser un léger sourire, l'air doux, comme si elle s'attendait déjà à une telle conclusion. Elle replia son tricot dans son sac et annonça qu'elle aimerait inviter quelques personnes à prendre le thé cet après-midi-là. « Un peu de compagnie fait du bien, » dit-elle doucement. « Et peut-être, avec un peu de chance, la vérité nous rendra-t-elle visite. » Le salon du presbytère se remplit à nouveau, mais cette fois, l'assemblée prit une tournure différente. L'inspecteur Cray attend avec une impatience farouche, certain d'assister à l'une des douces réflexions de Miss Marple dont il se méfiait. Madame Lestrange arriva à contre-cœur, pâle mais posée, la dignité intacte. Madame Partridge arriva en sursaut, Madame Price Ridley avec hauteur, et le jeune monsieur Prowse plus mal à l'aise que jamais. Même Elsie se laissa convaincre de venir, sa mère lui tenant la main d'un air protecteur. Miss Marple présidait depuis son fauteuil près du feu, son tricot mis de côté pour une fois. Elle versait le thé, passait les tasses et parlait avec sa douceur habituelle. Ce n'est que lorsque tout le monde fut installé qu'elle commença. « C'est curieux, dit-elle, l'importance qu'on accorde aux broutilles. Quelques miettes sur un bureau, par exemple, ou une lettre qui disparaît avant d'avoir pu être lue. Nous nous sommes tous interrogés sur la mort soudaine du pauvre monsieur Whitcomb, et pourtant la réponse était évidente dès le début. La compagnie s'agita, et Cray fronça les sourcils. « Si vous avez quelque chose à dire, Miss Marple, dites-le clairement. »« Je le ferai, » acquiesça-t-elle, ses yeux bleus sereins. « Examinons ce que nous savons. Monsieur Whitcomb n'a pas mangé le gâteau aux graines avant lui. Il a bu son xérès, certes, mais le moment fatal est venu après. Et pourtant, des miettes de génoise ont été retrouvées dans son éponge de table, non servie à la fête de Madame Partridge. Nous savons maintenant que Madame Lestrange lui a un jour offert une génoise, par gentillesse. Mais cela n'explique pas pourquoi des miettes de génoise sont apparues sur son bureau le jour même de sa mort, à moins, bien sûr, que quelqu'un d'autre ne lui en ait offert un. Morceau, tout récemment. Tous les regards se tournèrent vers Madame Lestrange, qui se raidit. « Je ne lui ai rien donné ce jour-là, » dit-elle fermement. « Je lui ai déjà dit. Et je vous crois, dit doucement Miss Marple, car votre gentillesse était d'une autre époque.
Mais quelqu'un de plus proche, moins remarqué, lui glissa cette éponge fatale. Et je pense que nous savons tous qui. Un silence s'installa. M. Prowse s'agita sur son siège, le visage pâle. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire, balbutia-t-il. Le regard de Miss Marple se posa sur lui, bienveillant mais implacable. « Tu as réagi, mon cher, quand j'ai parlé d'éponge. Tu as pâli, tu as bégayé, tu as cherché à fuir. Ce n'est pas la réaction de l'innocence. Et cela concorde avec ce que ta tante a dit lorsqu'elle t'a vu parler avec M. Whitcomb dans le chemin. Un étranger, pensa-t-elle. Mais peut-être cet étranger n'était-il pas un étranger du tout. Peut-être était-ce toi apportant quelque chose pour lui, une lettre peut-être, ou un gâteau. La pièce semblait retenir son souffle. Les mains de M. Prowse tremblaient, et la tasse de thé s'entrechoque dans sa soucoupe. Miss Marple continue d'une voix toujours douce. « Voyez-vous, je pense que M. Whitcomb savait quelque chose sur vous, ou sur votre famille. Peut-être une question d'héritage, peut-être de confiance. Cette lettre manquante lui était destinée, ou de lui, et vous redoutez ce qu'elle contenait. La peur pousse les gens à des actes désespérés. Alors vous lui avez offert un morceau d'éponge assez innocent à l'œil, assez mortel, avec une certaine poudre mélangée, rapide, subtile, laissant peu de traces. Il vous faisait confiance, car qui soupçonnerait le timide jeune homme de la poste? Et par la suite, lorsque le village s'accrochait à la servante ou à Madame Lestrange, vous étiez en sécurité. Du moins, c'est ce que vous pensiez. » M. Prowse poussa un cri étranglé. « Non, je ne voulais pas dire qu'il nous aurait ruinés. Il a dit qu'il dénoncerait. » Il s'interrompit, le visage enfoui dans ses mains. L'inspecteur Cray bondit en avant, l'étonnement sur le visage. « Par le ciel, vous avouez ? Mais c'était inutile. » La salle en avait déjà assez entendu. Madame Partridge haleta. Madame Price Ridley renifla triomphalement, et la pauvre Elsie pleura de soulagement. Madame Lestrange ferma les yeux, comme si un lourd fardeau lui avait été enlevé. Miss Marple, calme comme toujours, joignit les mains. « C'est la nature humaine, inspecteur. Monsieur Prowse n'était pas méchant intentionnellement, seulement par désespoir. Mais le désespoir tue aussi sûrement que la malice. Je l'ai déjà constaté à maintes reprises. » L'inspecteur se redressa, son autorité affirmée. « Tu viens avec moi, mon garçon, on saura la suite au poste. » Tandis qu'il emmenait le jeune homme tremblant, les villageois murmurèrent entre eux, sous le choc, justification. Miss Marple ne se joignit pas à eux. Elle resta assise, silencieuse, le regard fixé sur le feu, le visage serein. Pour elle, l'affaire était claire. Les fils sans mêler avaient été resserrés, le motif révélé. Et même si le village allait bavarder pendant des semaines, elle voyait déjà la fin sous ses yeux. Car la folie humaine, songea-elle, se répétait sans cesse. Et dans les recoins tranquilles de St. Mary Mead, même la plus infime miette pouvait révéler une histoire de meurtre. St. Mary Mead avait une curieuse façon d'absorber le scandale. On aurait pu croire qu'un village aussi petit, si lié aux ragots et aux traditions, ne se remettrait jamais d'un meurtre en son sein. Et pourtant, 15 jours après l'arrestation de M. Prowse, la vie quotidienne semble reprendre son cours normal. Le courrier fut distribué, le vicaire fit son sermon, et Madame Partridge discutait à nouveau de la meilleure méthode de culture des chrysanthèmes d'hiver. Mais sous cette apparente normalité se cachait un malaise, car le meurtre d'Ivy Cottage avait rappelé à tous une vérité dérangeante même dans les endroits les plus paisibles. Les passions humaines pouvaient se déchaîner. Le pauvre M. Prowse était au cœur des rumeurs persistantes. Ceux qui l'avaient autrefois qualifié de timide et d'inoubliable parlent désormais de lui avec un mélange de pitié et de condamnation. Certains disaient qu'il avait été poussé par la peur d'être démasqué, que la connaissance par M. Whitcomb d'un fonds fiduciaire détourné menaçait la sécurité de sa famille. D'autres insistaient sur le fait que la cupidité était le véritable mobile qui l'avait poussé à dissimuler sa culpabilité en attirant les soupçons sur autrui. Quelle qu'en soit la raison, il avait franchi une ligne que personne à St. Mary Mead ne pouvait ignorer. Elsie, la servante qui avait essuyé le plus lourd tribut des soupçons, se vit soudain transformée de paria en martyr. Ses voisins, qui l'avaient autrefois évité, lui adressent désormais des sourires chaleureux et des remarques pleines de compassion. Sa mère, autrefois courbée de honte, marchait à nouveau fièrement, même si la douleur de ses premiers jours persistait. Miss Marple, qui avait toujours compris l'innocence de la jeune fille, éprouvait une satisfaction tranquille à voir justice rendue, même si elle savait que les cicatrices des ragots seraient plus longues à cicatriser que celles des accusations. Madame Lestrange, elle aussi, connut un changement de statut. Pendant des semaines,
Elle avait été observée avec suspicion, son nom murmuré dans tous les recoins. Maintenant, justifiée par les révélations de Miss Marple, elle affichait une dignité retrouvée. Pourtant, il subsistait dans son regard une mélancolie obscure que même l'exonération ne pouvait effacer. Miss Marple comprend que le passé de cette dame avec M. Whitcomb, quels qu'en soient les détails, l'avait liée à la tragédie d'une manière que les ragots ne pourraient jamais pleinement saisir. Certains secrets, Mademoiselle Marple le savait, restaient enfermés dans les cœurs, jamais exprimés, mais n'en étaient pas moins réels. L'inspecteur Cray, bien que reconnaissant envers Miss Marple de lui avoir épargné l'humiliation d'accuser la mauvaise personne, conservait une certaine raideur à son égard. Homme habitué à la procédure, il était irrité que la vérité soit apparue, non grâce aux preuves qu'il avait recueillies, mais grâce aux explications subtiles d'une vieille fille avec des aiguilles à tricoter. Il lui accorda néanmoins le mérite, même à contre-cœur. « On voit des choses que nous autres oublions », admit-il un soir devant le presbytère. « Non pas les faits, peut-être, mais leur signification. Je suppose que cela compte. »« Ce n'est qu'une observation, inspecteur, » répondit sereinement Miss Marple. « Les gens sont remarquablement cohérents, vous savez. Ils répètent sans cesse les mêmes bêtises. Il suffit d'avoir la patience de s'en apercevoir. » Les villageois eux-mêmes trouvèrent bientôt de nouveaux sujets de conversation. Le neveu de Madame Hartnell annonça ses fiançailles. Madame Price Ridley se disputa avec le boucher à propos du poids d'un rôti, et l'Institut des femmes commença à préparer sa fête de Noël. Pourtant, Ivy Cottage demeurait silencieuse, ses murs recouverts de lierre témoignant du drame qui s'y était déroulé. Certains disaient qu'il était maudit, d'autres qu'il fallait le démolir, mais la plupart s'accordaient, avec le pragmatisme des villages, à dire que quelqu'un finirait par le prendre, car les cottages étaient toujours très demandés. Par un après-midi tranquille, Miss Marple était assise dans son jardin, le soleil de fin d'automne projetant de longues ombres sur la pelouse. Griselda Clément l'avait rejointe, toujours aussi inquiète. « Jane, dis-moi, insista-t-elle, comment as-tu su que c'était la pauvre Prowse? Tout le monde était si sûr d'Elsie ou de Madame Lestrange. J'avoue que je le pensais aussi. » Les aiguillesses de Miss Marple claquaient doucement, tandis qu'elle travaillait. Ce n'était pas tant une question de savoir, ma chère, qu'une question de remarquer. Monsieur Prowse s'est trahi lorsqu'on a parlé de Génoise. C'était cette réaction instinctive qui trahissait sa fiabilité bien plus que les mots. Une mauvaise conscience a tendance à se manifester au moment le plus inattendu. Griselda secoua la tête, étonnée. Et tout ça à cause des miettes. Oui, acquiesça Miss Marple. Des miettes, une lettre manquante et un jeune homme effrayé. Il n'en fallut pas plus. On s'attend souvent à ce qu'un meurtre se révèle au grand drame. En vérité, ce sont les plus petits détails qui comptent. Le vicaire, les rejoignant avec une tasse de thé, ajouta pensivement « C'est déprimant, n'est-ce pas ? De penser à quel point nous avons été près de condamner une jeune fille innocente. Je me demande, Jane, si la justice est jamais vraiment en sécurité, entre des mains humaines. » Miss Marple lui adressa un sourire doux. « La justice, Léonard, n'est jamais en sécurité entre des mains humaines, mais la clémence peut l'être. C'est pourquoi il faut être prudent et très patient avant de prononcer la culpabilité. Les jugements hâtifs sont les plus cruels. » La conversation dériva alors vers des sujets plus ordinaires, mais les paroles du vicaire persistèrent dans l'esprit de Miss Marple. Elle avait trop souvent vu comment le soupçon pouvait détruire des vies aussi sûrement que la culpabilité. Et si le mystère d'Ivy Cottage était résolu, elle savait qu'un autre surviendrait avec le temps. Les villages étaient comme ce petit terrain fertile, confiné, propice au ressentiment et au secret. Les schémas de la nature humaine se réaffirment toujours, et elle, avec sa patience discrète, serait toujours là pour les observer. À la tombée de la nuit, Miss Marple posa son tricot et regarda, de l'autre côté du chemin, la chaumière silencieuse dont le lierre s'assombrissait dans la lumière déclinante. Pour la plupart, c'était désormais un lieu tragique, un rappel de la trahison et de la mort. Mais pour elle, c'était plutôt une leçon, une fois de plus, sur la fragilité de la nature humaine. Les gens mentent, complotent et trébuchent, mais ils se révèlent aussi par les plus petites choses, et ces petites choses suffisent à quiconque se donnait la peine de regarder. Elle soupira doucement, non pas de lassitude, mais de réflexion. « Pauvre jeune homme, murmura-t-elle, il n'était pas méchant, seulement stupide. Et la stupidité, hélas, peut être tout aussi fatale. » Puis elle se leva, lissa sa robe,
et entra allumer sa lampe. La vie à St. Mary Mead continuerait comme toujours ordonnée, bavarde, ordinaire. Pourtant, sous cette surface silencieuse se cachaient moins que toutes les passions du monde, attendant la prochaine occasion d'éclater, et Miss Marple, avec son regard perçant et son doux sourire, serait là pour les démêler.